Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les États signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, c'est ainsi que cet accord est libellé, et se sont réunis le vendredi 31 janvier en marge du 22e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et ces États ont réaffirmé leur engagement pour la mise en œuvre de cet accord et leur attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de tous les pays de la région. Monsieur Mbelou, est-ce que cela ne ressemble pas plus à une incantation tant la situation sur place ne semble guère s'améliorer pour les populations congolaises? Monsieur Etienne Ngandou, merci pour cette question. Moi, je la poserai autrement. Cet accord-là est le quantième. Pourquoi ces pays-là passent-ils d'un accord à un autre sans que la véritable paix, la véritable justice, la véritable stabilité puissent devenir les choses les mieux partagées dans la sous-région des Grands Lacs africains? C'est là la question qui me semble essentielle. Quand ils se réunissent, quand ils parlent, au nom de qui le font-ils? Sont-ils les véritables acteurs qui doivent se rencontrer et parler pour qu'il y ait la paix dans la sous-région des Grands Lacs africains? Ou jouent-ils un rôle que les véritables acteurs, les acteurs majeurs de la guerre de basse intensité et de prédation qui sévit dans cette sous-région leur demandent de jouer? Quand ils se sont mis autour d'une table pour pouvoir signer cet accord-là, on n'a pas vu une seule représentation des multinationales qui pillent les richesses de cette sous-région et qui instrumentalisent les ethnies et leurs marionnettes pour pouvoir faire main basse sur les richesses du sol et du sous-sol du pays de Patrice Emery Lumumba. Tant que les véritables acteurs de cette guerre de prédation et de basse intensité ne seront pas clairement, visiblement impliqués dans la recherche de la solution, il n'y aura que le peuple congolais mobilisé dans son immense majorité et debout qui pourra renverser le rapport des forces. Le rapport des forces lui est défavorable jusqu'à présent, mais quand on voit comment petit à petit il avance dans la prise de conscience des enjeux de ce qui se passe dans cette sous-région des Grands Lacs africains, je crois que à court, moyen et même long terme, le peuple congolais dans son immense majorité finira par renverser ce rapport de force. Donc je ne suis pas étonné que cet accord ne puisse pas aboutir à des résultats escomptés. Il est signé par des marionnettes et il a été confectionné dans les bureaux UP de Washington, de Londres, de Paris ou de Bruxelles, et ceux qui se sont retrouvés autour de la table pour pouvoir le signer n'en connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. Comme ils sont instrumentalisés, ils poursuivent leur travail de prédation, et quand vous examinez comment, par exemple, le M23, qui est une milice ougando-rwandaise, est imposé aux institutions du pays de Patrice Lumumba, vous comprenez que cette guerre de prédation est loin de prendre fin. Et cet accord n'est qu'un jeu des dupes. Un mot justement sur Paul Kagame, hein, qui avant de se rendre à Addis Abeba a reçu une importante délégation des congressmen américains et sénateurs.
qui, une fois de plus, hein, ont salué en lui les grands dirigeants visionnaires, hein, qui fait de son pays un modèle de développement dans la sous-région. Monsieur Mbelou, est-ce que cela ne nous interpelle-t-il pas sur une certaine naïveté, hein, que l'on constate chez nos compatriotes de croire que les États-Unis apporteront une solution durable dans la sous-région? Il y a de la naïveté, mais il y a aussi beaucoup d'ignorance chez la plupart d'entre nous qui n'arrivent pas à comprendre le mode opératoire de ce pays classifié à tort ou à raison parmi les grandes puissances du moment. Il m'arrive de vous renvoyer à certains livres. Euh, je sais que nous souffrons pour la plupart d'une grave ignorance sur la façon dont ce pays-là, et surtout son état profond, il y a un livre qui me paraît essentiel. Nous devrions prendre l'habitude d'aller chercher certaines informations aux sources bien documentées. Il y a un livre sur lequel je ne sais revenir, c'est le livre de Peter Dalscott. Il est intitulé La machine de guerre américaine, la politique profonde, la CIA, la drogue, l'Afghanistan. Quand vous lisez calmement et posément ce livre-là, vous en arrivez à comprendre que la plupart des décisions qui sont prises et exécutées dans cette partie de notre continent le sont dans les bureaux secrets de la CIA et du Pentagone. Et souvent, l'État bénéficie d'une certaine complicité de ces bureaucraties secrètes. Et avant ce livre dont je parle, La machine de guerre américaine, la politique profonde, la CIA, la drogue, l'Afghanistan, point de suspension, il y a un autre du même auteur. Il est intitulé La route vers le nouveau désordre mondial. 50 ans, écoutez très bien le sous-titre, 50 ans d'ambition secrète américaine. Quand nous n'arrivons pas à pouvoir discerner comme il se doit ces ambitions secrètes, quand nous n'arrivons pas à discerner comme il se doit le mode opératoire de l'élite dominante anglo-saxonne, nous risquons d'être constamment tournés en bourrique. Et eux, aujourd'hui, ne se gênent pas d'aller trouver le tortionnaire, le bourreau de l'Afrique centrale pour dire, voilà, c'est notre meilleur ami. Mais lisez aussi, même si ce sont des rapports plus ou moins incomplets, lisez le rapport de Human Rights Watch sur Paul Kagame, qui aujourd'hui s'organise pour que la prise de parole dans son pays ne puisse pas être le fait de tout le monde et qui en arrive même à organiser des assassinats, des massacres en dehors du pays que l'on appelle le Rwanda. Malgré cela, malgré les millions de morts congolais, mais aussi les millions de morts rwandais, par le fait de ce monsieur-là, les congressistes américains n'ont pas honte de dire qu'il demeure leur grand ami. Mais quand vous remontez aux origines de cette guerre-là, vous vous rendez compte que c'est cette élite anglo-saxonne dominante qui l'amène par Paul Kagame et Museveni et les autres nègres de service à interposer. Dieu merci, je viens de suivre les images de la marche que les compatriotes ont organisée à Paris. J'ai eu l'impression qu'en des mots très simples, eux sont en train de cerner les véritables enjeux et tout en marchant, ils en parlent aisément
Et dans des mots très simples, c'est comme si lire ces livres, mais aussi maîtriser le mode opératoire de l'élite dominante anglo-saxonne permet aujourd'hui aux Congolais d'être à l'aise, à une certaine frange des Congolais, d'être à l'aise dans l'identification des véritables acteurs des minéraux du sang qui sont exploités dans notre pays. J'ai beaucoup admiré le discours d'une dame comme Yuyu Muntumossi qui a été très très clair, et je crois pouvoir vous envoyer cette vidéo pour que vous puissiez l'écouter. On pourra peut-être y revenir dans la suite de cette émission. Très bien, toujours à propos des États-Unis d'Amérique, ils ont fait savoir par la voix de leur envoyé spécial dans la région des Grands Lacs qu'ils encourageaient vivement les présidents africains à respecter leur mandat constitutionnel. Et il a fait cela au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue à Kinshasa le mardi 28 janvier. Monsieur Mvelou, à qui ce message est-il destiné à votre avis? Je vais encore vous étonner. Moi, je pose cette question-là autrement. Quand, en 2000, il y a eu une fausse élection de George Bush Jr., qui est allé donner des leçons aux États-Unis d'Amérique? De quel droit cet État que Noam Chomsky classifie parmi les États manqués, et le titre du livre de Noam Chomsky, c'est Les États manqués, c'est la traduction en français, abus de puissance et déficit démocratique. Comment voulez-vous qu'un État manqué, qui est tombé dans l'usage abusif de la puissance, qui tue les gens à travers le monde avec des drones, un État qui est tombé dans l'abus, qui est tombé dans le déficit démocratique parce que son peuple à lui n'est pas écouté par les dirigeants, les gouvernants. Aujourd'hui, il y a Barack Obama qui s'est rendu compte que les inégalités ont triomphé dans ce pays-là et que le fossé entre le 1% des milliardaires et les 99% des pauvres, ce fossé-là est devenu abyssal. De quel droit un monsieur de ce pays-là peut-il se permettre d'aller donner des leçons de démocratie aux Africains, fussent-ils des Congolais? Il y a là un usage abusif de la parole, et il y a là un problème de guérison d'un imaginaire impérialiste et néocolonialiste, un imaginaire qui n'est pas encore guéri. Et là, nous avons un problème en tant qu'Africains. C'est nous qui devons nous engager dans le travail de la recréation d'un imaginaire alternatif. Nous devons arrêter d'être traités comme des sous-hommes à qui les hommes, les véritables humains, doivent tracer une ligne à suivre. Vous sentez que je ne fais même pas allusion à ce qui va arriver dans notre pays dans 2 ans, si jamais en 2016 on organisait les élections. Mais j'ai dit que nous ne savons pas avancer sur cette voie d'un imaginaire violé par les colonialistes, les néocolonialistes et les impérialistes, sans réinventer un imaginaire alternatif. De quel droit doivent-ils, pendant toute l'histoire, nous dicter ce que nous devons faire, alors que chez eux, ça ne va pas mieux? Ils pourraient prendre leur pays comme modèle, mais aujourd'hui, quand on regarde la télévision, quand on lit les médias alternatifs, lui-même, le président des États-Unis, a osé dire que si le Congrès n'acceptait pas ces réformes du point de vue des inégalités qui sont devenues abyssales, il allait s'en passer. Je pense que vous m'écoutez bien. Et ce sont ces messieurs-là qui vont aller donner des leçons de démocratie et d'élection chez les Africains, chez les Congolais. Mais c'est quoi ça comme histoire? Mais M. Mbelou, et quand les États-Unis se proposent de financer, d'apporter une aide aux partis politiques
congolais à hauteur de 3 millions de dollars. Est-ce que cela ne pose pas problème sur la capacité du personnel politique congolais à se prendre en charge en tant qu'entité parti politique? Mais 3 millions de dollars, c'est quoi? Mais encore une fois, cette question que vous posez, on peut la poser autrement. Comment voulez-vous que des pays qui ont conduit leur pays à eux, les messieurs qui ont conduit leur pays à eux à la ruine, puissent avoir des leçons de politique à donner aux autres? Mais c'est une inversion des valeurs inqualifiable. Mais regardez, quand vous examinez les organismes chargés de former les politiques congolais, vous pouvez vous rendre compte qu'ils ont des dominations trompeuses. On va vous parler par exemple d'une ONG pour la démocratie, ainsi de suite. Mais c'est du mensonge tout ça. Ce sont des ONG qui travaillent à la promotion du néolibéralisme et de la guerre de l'économie de guerre. Allez sur 2 ou 3 médias alternatifs. Je vous en cite 3. Vous allez sur Investigation de Michel Collomb. Vous tapez dans la rubrique Recherche. Vous tapez par exemple NDI, cette ONG américaine chargée de former les politiques congolais. Vous allez voir les articles qui vont vous dire comment cette ONG a joué des rôles nocifs dans certains pays où elle est intervenue. Vous allez sur le site alternatif Le Grand Soir Info, vous tapez NDI, comme vous pouvez le faire en allant sur le site alternatif Voltaire, vous vous rendez compte que ce sont des ONG qui portent des dénominations trompeuses pour pouvoir réussir ce que nous avons appelé avec Peter Dalscott au début de cette émission, les ambitions secrètes américaines. Voilà pourquoi, encore une fois, je renvoie à ce livre qui devrait être un livre capital pour les politiques, pas simplement pour les politiques congolais. À un certain moment, on a l'impression que ceux qu'on traîne dans la boue, à qui on offre une formation vaille que vaille, ne semble pas se donner beaucoup de peine pour s'engager dans la recherche et lire. Je récite encore le livre, c'est La machine de guerre américaine, la politique profonde, la CIA, la drogue, l'Afghanistan. Et puis, s'il vous plaît, ouvrons grandement les yeux. Le Congo n'est pas une île. Comment est-ce que ces mêmes messieurs qui ont travaillé à la destruction de la Libye avec ceux qu'ils estiment aujourd'hui être les terroristes, comment ces mêmes messieurs qui ont détruit l'Afghanistan, comment ces mêmes messieurs qui ont détruit une vieille civilisation comme la civilisation irakienne, comment ces mêmes messieurs qui sont en train d'envoyer des armes secrètement aux terroristes qui détruisent la Syrie, peuvent-ils se dépasser au Congo pour dispenser une éducation politique qui sortirait le Congo de l'économie de guerre où son élite, cette élite l'a plongé. Voyez ce que ces mêmes messieurs sont en train de faire en Ukraine aujourd'hui. Si vous avez regardé tant soit peu les images à certaines télévisions, vous les avez vus se promener à côté de ceux qui détruisent l'Ukraine aujourd'hui, parce que l'Ukraine a commis le péché de dire, oui, être avec l'Europe c'est bien, mais la Russie m'offre un pactole de 15 milliards. Je préfère, vu nos liens historiques, travailler avec la Russie. Je préfère beaucoup plus travailler avec la Russie que l'Union européenne. On est en train de foutre la guerre à l'Ukraine. Mais comment vivons-nous sans avoir un regard permanent sur les pays
que ces messieurs, que cette élite dominante est en train de conduire les pays dans lesquels pardon, cette élite dominante intervient, nous faisons comme si nous ne voyions rien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les révolutions arabes que cette élite dominante a soutenues sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux? Donc, quand nous analysons la question africaine et la question congolaise, il faudrait que nous ayons toujours une large vue sur ce qui se passe au niveau mondial et que nous puissions nous poser entre autres ces questions. S'ils ont fait cela en Libye, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, pourquoi ne pourraient-ils pas le faire chez nous? S'ils ont fait cela au Soudan en divisant ce pays-là en deux, s'ils ont détruit, après avoir détruit la Libye, ils s'en sont pris à une partie du Mali, pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas chez nous? Parce que leurs économies sont en perte de vitesse. Ils ont besoin de faire même basse sur les ressources du sol et du sous-sol africains pour pouvoir relancer leurs économies parce qu'ils croient en l'économie de la guerre permanente. Et cela d'autant plus que maintenant, le Japon, la Chine ont décidé eux aussi de pouvoir se battre sur le sol africain. Hein, la Chine a décidé dernièrement, par exemple, de pouvoir transférer ces technologies manufacturières en Afrique, et ça va encore constituer un lever de bouclier terrible, hein, quitte aux Africains demain de pouvoir négocier avec tous ces pays en homme debout, en rompant avec l'aplaventrisme. Voilà pourquoi j'en appelle à un imaginaire alternatif. Et une fille comme Ontumosi que j'ai vue debout aujourd'hui, je me dis, voilà la naissance d'un imaginaire alternatif. Voilà un imaginaire alternatif qui est en train de se mettre en route. C'est de cet imaginaire-là que l'Afrique et le Congo ont besoin demain. Pas de l'imaginaire violé de marionnettes. Oui, on va y revenir vers la fin de notre échange. On passe maintenant à l'actualité l'actualité politique à Kinshasa. Oui. L'opposition congolaise ayant participé aux concertations nationales rejette la feuille de route du processus électoral présenté jeudi dernier à l'Assemblée nationale par M. Apollinaire Abbé Malumalu, qui est président de la CENI. Elle a fait savoir sa position dans une déclaration intitulée « Peuple congolais, soit vigilant, les décors de la fraude électorale est déjà planté ». C'est Lisanga Bonganga qui a lu cette déclaration le samedi 1er février à Kinshasa, et c'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et Lisanga Bonganga d'ajouter « L'intention manifeste de la CENI de piéger le Parlement en vue d'aboutir à une révision de la Constitution est contraire à une des recommandations faites au cours des concertations nationales. Monsieur Mbelou, est-ce que cette opposition est-elle dans son rôle naturel? Vous allez me pardonner aujourd'hui parce que moi, je vais retourner la plupart des questions que vous me posez. Et moi, je poserai la question autrement. Quelles sont les questions fondamentales face auxquelles notre pays se retrouve aujourd'hui? Est-ce que les élections constituent une question fondamentale pour le Congo? C'est là que cette fameuse opposition fait le jeu de ceux qui occupent le Congo. J'estime pour ma part que l'une des questions essentielles face à laquelle notre pays se trouve aujourd'hui est celui du passage d'un État failli et sous tutelle à l'État national et souverain. Comment voulez-vous organiser des élections au cœur d'un État sous occupation et sous tutelle? Comment pouvons-nous nous mobiliser, nous organiser pour que la tutelle
de ce pays, la tutelle sous laquelle ce pays se retrouve depuis novembre 1999, puisse prendre fin afin que les dignes fils et filles de ce pays-là se retrouvent et commencent par organiser une assemblée constituante et une constitution qui inclut la reddition des comptes de ceux qui pourraient diriger ce pays là demain, et une constitution qui pourrait imaginer des mécanismes de contrôle qui pourraient par exemple conduire un chef de l'État à démissionner pendant son mandat s'il n'arrive pas à répondre à ses promesses électorales. Vous avez par exemple dans un pays comme le Venezuela ce qu'on appelle le référendum révocatoire qui pourrait servir de modèle à un pays comme le nôtre qui a envie de se remettre sur le droit chemin. Voilà comment voilà les questions qui semblent beaucoup plus m'intéresser que, vous savez, quand vous remontez dans l'histoire de notre pays jusqu'aux années 60, vous allez remarquer que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, c'est déjà passé un peu plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Ces députés-là sont corrompus, mais ils ne le savent pas. On leur distribue des salaires mirobolants à la fin de chaque mois pour qu'ils entretiennent la tutelle sous laquelle notre pays ploie, l'occupation sous laquelle notre pays ploie. Ce qu'ils devraient faire, ce n'est pas tout simplement claquer la porte pour revenir demain parce qu'ils devront retourner et chercher leur salaire. C'est de dire, non, remettons tout à plat, il faut qu'on referme la parenthèse ouverte avec la guerre de l'Aftel et qu'on reparte sur le droit chemin. C'est là que, quand il semblait parler par exemple du véritable dialogue, il pouvait être écouté, encore faudrait-il que ça soit un schéma qui inclut un imaginaire alternatif. Or, je ne suis pas au jour d'aujourd'hui convaincu que ces politiciens-là sont plusieurs à avoir rompu avec les chemins battus, avec le marionnettisme, avec la visite permanente des ambassades qui leur dictent la ligne à tenir. C'est ainsi que je ne prends pas tellement au sérieux cette question-là, même si cet appel peut constituer un avertissement, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas aux questions essentielles. On est en train de tourner en rond. On est en train de tourner en rond sur les chemins battus. Et pourtant, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une rupture avec le modèle sociétal actuel. Vous avez fait allusion, par exemple, aux concertations. Mais savez-vous combien de nos compatriotes se sont fait de l'argent sur le dos des autres à ces fameuses concertations-là, mon cher frère? Beaucoup d'argent. Il y a eu des gens qui sont allés, dont les noms étaient sur les listes, mais qui semblaient être arrivés en retard. Et on leur demandait, monsieur, quel est votre nom? Oui, votre nom se situe. Oh, voilà, oui, le nom est là, mais vous êtes en retard. Donc, il y a eu des gens qui sont allés à ces concertations-là, après avoir corrompu. Mais, on est où là? Donc, il faut rompre avec ce modèle sociétal. Il faut rompre. Nous n'avons pas besoin de rafistolage. C'est un état honteux. Il faut sortir de cet état honteux en initiant des grandes ruptures pour refonder un état national, un état souverain. Mais sans cela, tous ces replâtrages ne nous seront pas de beaucoup d'utilité. Très bien. Ce n'est qu'un point de vue. Très bien. Les rapports d'une commission de l'Assemblée nationale relatifs au projet de loi de l'amnistie sur les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques n'a pu être traité le vendredi 31 janvier à la plénière de l'Assemblée nationale. Il semble que c'est suite au boycott de l'opposition que le vote n'a pu avoir lieu. Et selon Obé Minakou, président de cette assemblée, des pourparlers sont en cours entre membres de cette commission pour aplanir les divergences afin de voter cette loi avant le 4 février prochain
date de la clôture de cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale de Kinshasa. Monsieur Mbelou, il semble y avoir une fois de plus marchandage hein, sur cette énième loi d'amnistie. Il y aura marchandage, il y a marchandage, il y aura corruption, la loi sera votée et la milice rwando-ougandaise du M23 est déjà en partie au Congo. L'infiltration va se poursuivre jusqu'au jour où les Congolais, choisissant leur mère patrie comme dénominateur commun, se diront, ce défi-là, il faut le relever. Ce n'est pas avec cette Assemblée nationale, avec les lois qu'elle vote, que le Congo va opérer la rupture à laquelle je venais de faire allusion. Nous savons comment les choses se passent dans cet hémicycle-là. Encore, encore, encore. Vous vous imaginez une Assemblée nationale où les députés, bien qu'étant les mieux payés du pays, acceptent d'être corrompus pour voter des lois. Mais, on est tombé plus bas que la terre. On est dans une jungle où ce qui compte, c'est la loi de la force et la loi de l'argent. Et encore une fois, je vous rappelle que vous avez lu quelques extraits du livre de l'ex-gouverneur du Kasaï occidental, M. Kabasubabo. Vous avez senti, vous avez touché de vos doigts comment on s'organise pour piller le pays. Ce sont les fils et les filles de ce pays-là qui volent, qui pillent leur propre argent, mais pour en faire quoi? Pour le mettre à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont friqués, mais sérieusement friqués, qui ont ouvert des comptes partout au monde, qui gardent leur argent à l'extérieur, pour que le jour où ils ne seront plus aux affaires, ils puissent s'en servir. Et dans l'entretemps, on vous dit, on est en train de former les politiciens avec 3 millions de dollars. La Banque mondiale va donner pour la fonction publique 77 millions de dollars. Pendant que nous avons des Congolais qui comptent des milliards, mais gardés ou dans leur maison à l'extérieur. On est où là? Donc, il n'y a rien de bon à attendre de cette Assemblée nationale-là. L'une des raisons, c'est que la milice ougando-rwandaise du M23 est alliée de ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Donc, les carottes sont cuites. Donc, nous devons beaucoup plus lutter tout en gardant, tout en archivant tous ces documents-là, voir comment demain ou après-demain, comment faire en sorte que ces infiltrés puissent être exfiltrés des institutions où ils sont en train de pénétrer. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, pendant cette semaine, que les Congolais sont en train de mettre sur le net des photos des militaires du FPR qui se retrouvent aujourd'hui chez nous au Congo ou qui ont été au Congo comme militaires congolais. Donc, c'est à ce jeu-là qu'il faut mettre fin, mais on ne va pas y mettre fin avec Aubin Minakou et ses amis qui sont en train de s'amuser. Non. Très bien, l'organisation internationale Human Rights Watch demande au gouvernement congolais de s'assurer que le Rwanda et l'Ouganda traduisent à la justice des leaders du M23 et des autres groupes armés impliqués dans de graves atteintes aux droits humains. Monsieur Mbelou, comment cela pourra-t-il s'opérer quand ce même gouvernement se prépare à faire voter une nouvelle loi d'amnistie? Ce sont des demandes farfelues. Regardez, le Rwanda et l'Ouganda avaient été traduits par Laurent Désiré Kabila devant la Cour internationale de justice. Mais qui a retiré cela de la Cour internationale de justice? Qui a
interrompu le procès du Rwanda, par exemple, à la Cour internationale de justice. L'Ouganda doit des sous au Congo parce que il a été reconnu coupable dans le pillage des matières premières, des ressources du Congo. Est-ce que l'Ouganda a déjà payé cet argent-là? Vous voyez, avant ce rapport dont vous parlez, le rapport mapping de 2010 avait proposé qu'on puisse constituer des tribunaux mixtes devant lesquels répondraient les personnes impliquées dans les crimes qui ont été perpétrés dans notre pays, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs africains. Est-ce que ce procès-là a déjà commencé? Les fameuses autorités congolaises avaient dit qu'ils allaient initier les tribunaux mixtes. Est-ce qu'on en parle encore? Et puis, dans tous ces rapports dont il est question, si nous prenons par exemple le rapport Kassem de 2002, on y cite au moins 85 multinationales impliquées dans le pillage du minerai de sang chez nous. Et ces multinationales sont traduites en justice où? Voilà pourquoi je vous dis que nous avons besoin d'une rupture. Nous avons besoin d'un État responsable, un État souverain, un État national qui pourra, un jour ou l'autre, revenir sur ces dossiers, un, pour exiger que justice soit faite, deux, pour exiger que réparation soit faite, trois, pour étudier les possibilités de recréer un vivre ensemble idoine dans la sous-région des Grands Lacs africains. Nous ne devons pas toujours perdre de vue que ceux qui font réellement la guerre à la sous-région des Grands Lacs africains ne font pas la guerre tout simplement au Congo. Non, ils font la guerre à toute l'Afrique. Leur cauchemar, c'est de voir l'Afrique tourner vers le panafricanisme des peuples. Et ils utilisent une arme à laquelle ils ont toujours eu recours, c'est diviser pour régner. Ils essaient d'éviter, comme Noam Chomsky le dit dans la doctrine des bonnes intentions, Brzezinski, l'un des conseillers des différents chefs d'État américains, leur donner ceci comme conseil, hein, le conseil qu'il donnait à Jimmy Carter vers les années 60. Et il lui disait, il faut toujours éviter la collusion entre les vassaux. Hein, parce que ces messieurs-là sont convaincus que l'union fait la force. Alors, ils entretiennent ils exacerbent la haine. Ils entraînent les militaires congolais, ils entraînent les militaires rwandais, ils entraînent les militaires ougandais. Vous rentrez dedans, ce sont eux qui vendent les armes, et vous vous haïssez à mort, et vous ne savez rien construire ensemble. Pendant qu'on parle de l'Union africaine, de l'Union européenne, on parle des États-Unis d'Amérique, on parle de la Chine populaire, on parle de l'Inde, on parle du Brésil. Chez nous, on parle encore du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda, des pays qui se battent, qui se combattent depuis plus de 20 ans, follement, bêtement. Il faut que les ruptures que nous appelons, interviennent partout dans cette sous-région de Grand Lac et qu'on passe aussi par une justice réparatrice, mais aussi réconciliatrice. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas, pendant que les autres pays essaient de voir comment répartir les richesses qu'ils produisent, comment créer de l'emploi pour leur jeunesse, comment assurer les droits sociaux, économiques et culturels de leur peuple. Dans nos pays à nous, nous sommes instrumentalisés et nous ne faisons que nous faire la guerre. Mais on doit arrêter avec ces histoires-là. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un imaginaire alternatif qui nous permette de dire non à ceux qui voudraient nous entraîner dans cette économie de guerre permanente. Très bien, pour finir, cette déclaration insolite faite par Henri Mouvassakani, qui est ambassadeur de la RDC ici en Belgique, il a affirmé ceci: je me sens parfois l'homme le plus malheureux lorsque
je ne sens pas ma communauté lorsque rencontrant d'autres ambassadeurs avec leur communauté. Je me sens plus ou moins jaloux. En suivant ce que M. Mova Sakani a déclaré, il a donné l'impression de se livrer à une séance hein, de psychothérapie sur les désamours entre la diaspora congolaise de Belgique et sa représentation diplomatique. Et on l'a vu également aujourd'hui à la manifestation de Paris, qui va toujours dans ce sens de l'affirmation de ces grands désamours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous savez, il y a des compatriotes, c'est peut-être un faible chez moi, que j'aime écouter, hein, dont l'expression me procure beaucoup de charme. C'est entre autres Mova. Et Mova, c'était un monsieur intelligent. Mais de temps en temps, tous ces messieurs intelligents dont le Congo regorge, nous posons souvent la question de savoir à quoi sert leur intelligence. Est-ce que la question que l'ambassadeur congolais pose là est la bonne? Est-ce qu'il pose la bonne question? Est-ce que la bonne question n'aurait pas été celle-ci? Qu'est-ce qui justifie ce désamour entre lui et la diaspora congolaise? Est-ce que il représente le Congo ou un conglomérat d'aventuriers opérant à partir de Kinshasa? Est-ce que les Congolais se reconnaissent dans ceux qui prétendent gouverner le Congo aujourd'hui? Vous faites allusion maintenant à la marche qu'il y a eu à Paris. Je vous recommande vivement de suivre cette marche-là. Je vous ai déjà envoyé la vidéo. Vous remarquez qu'il y a une rupture totale entre ceux qui gèrent tant bien, beaucoup plus mal que bien le pays aujourd'hui et leur diaspora, et la diaspora congolaise. La diaspora congolaise ne se reconnaît pas dans ces gouvernants-là. Alors, il peut être jaloux des autres. Vous prenez par exemple un pays comme l'Angola. Mais ce pays-là, malgré ses limites, peut être un pays fier parce que il a redonné la vie à son peuple. Aujourd'hui, vous avez des Espagnols, vous avez des Portugais qui vont aller travailler en Angola. Vous prenez un pays comme le Sénégal. Mais les Sénégalais peuvent être fiers, tant soit peu, parce qu'il y a encore une autre chose à régler comme il se doit de leur pays. Ils peuvent se retrouver dans leur gouvernant. Vous prenez un pays comme le Ghana ou le Botswana, à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que les dirigeants de ces pays-là sont issus, à l'exception peut-être de l'Angola, sont issus des processus acceptés par leur population. Quand vous écoutez nos compatriotes qui ont marché hier et qui réussissent, et j'aimerais vraiment que vous suiviez leur vidéo, qui réussissent à poser des questions sérieuses, qui réussissent à travailler à l'invention de notre imaginaire. Quand vous les suivez, ils vous disent, quand ils chantaient, ils disaient par exemple, tel Zonga Naboye et Moussoussou Azar président. Donc il y a l'image, les images, le processus, les images du processus électoral raté de 2011 qui n'ont pas quitté un seul instant l'esprit de nos compatriotes. Même si nous disons que depuis 2006, on est dans un processus électoral vicieux et vicié, mais les espoirs qui avaient mobilisé les Congolais en 2011 ont été déçus. Comment voulez-vous que cette diaspora, dont les espoirs ont été déçus, se retrouve dans les gouvernants qui ont déçu ces espoirs? Donc c'est là la question. Alors, est-ce que cela peut être réparé? S'il y a rupture demain, oui. Mais sans rupture et refondation du Congo sur des bases souveraines,
je ne vois pas la diaspora congolaise en train de se réconcilier avec ceux qui représentent le conglomérat d'aventuriers de Kinshasa. Mais j'ajoute un mot sur la marche qu'il y a eu hier à Kinshasa, à Paris. Elle est belle. Elle est belle dans les messages qu'elle passe. Hein. Nos compatriotes m'ont donné l'impression d'apprendre en marchant. M'ont donné l'impression de dire, nous sommes debout. C'est notre devoir de rester debout parce que nous voulons récupérer l'initiative historique. Le Congo nous appartient. Le Congo, c'est notre pays. C'est notre devoir de pouvoir protéger nos terres. Le Congo n'ira nulle part. Et dans leur discours, vous vous rendez compte qu'ils ont opéré des changements sérieux. Ils arrivent à nommer le réseau de prédation qui est transnational et qui opère au Congo. Ils vous nomment les acteurs majeurs occidentaux et leurs nègres de service. Là, je dis, nos compatriotes ont fait un pas sérieux dans l'identification et des enjeux et des acteurs majeurs opérant chez nous. Et il faut continuer sur cette lancée-là pour éviter de faire des nègres de service les véritables acteurs de la descente de notre pays aux enfers et surtout de l'exploitation et hontée de ces ressources du sol et du sous-sol. J'ai eu l'impression que ces compatriotes ont compris ce que les amis de Jean-Pierre Mbelou ont mis sur leur Facebook. Ils ont mis cet adage-ci: quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Voilà. Très bien, merci. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.